Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Madame la directrice, bonjour. Bonjour, monsieur l'avocat. Moi, je vais partir à l'essentiel de votre présence ici en tant que témoin. Madame, vous vous rappelez, un huissier était allé vers vous pour vous entendre sur procès verbal au compte de Abdoulaye Chérif Diaby, colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Vous vous rappelez un peu? Au mois de novembre. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que quelqu'un est venu me voir, mais... D'accord. Ok. Décliner son identité. Tout à fait. Voilà. Alors. Avec la permission du président, c'est à la date du 14 novembre 2022, Maître Thierno Abdul Karim Diallo, huissier de justice, est allé vers vous pour un constat interpellatif. Alors, Madame, je vais vous poser des questions sur la base de la déclaration faite par vous devant ce huissier. On va commencer par ça. Bien. Lorsque l'huissier, vous l'avez reçu, vous avez déclaré qu'à 10 heures, une ambulance est venue me chercher parce que le plan d'urgence a été déclenché. Vous confirmez ce que vous avez dit tout à l'heure, que le plan d'urgence avait été déclenché? Oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que l'arrivée de Monsieur le ministre de la Santé à Donka est intervenue après que le plan d'urgence ait été déclenché? Bon, même moi, quand j'arrivais, ils avaient reçu plus de 25 blessés déjà. Parfait. Ce plan d'urgence a été déclenché par le fait que l'affluence de ces blessés au sein de l'hôpital, oui ou non? Oui. Parfait. Lorsque vous avez eu à communiquer avec Monsieur le ministre et il est intervenu automatiquement dans les intervalles d'heures qui suivaient, à Donka, il vous a trouvé présente, oui ou non? Oui. Bien. Monsieur le ministre de la Santé est arrivé à Donka. Puisque ça fait déjà un peu longtemps, depuis 2009, à date, il y a au moins 14 ans qui se sont écoulés. Mais pour peut-être, vous pouvez vous rappeler des personnes qui étaient entourées de vous ce jour-là. Alors, est-ce que ce jour, Dr Soiré était présent? C'était lui le chef de service. d'exigence. Parfait. Est-ce que ce jour, professeur Nabi Daouda était présent? Non, moi j'ai fait beaucoup plus attention D'accord. à Dr Soiré et à l'équipe des urgences. Bien. Quand je suis arrivé. Alors, pour Beaucoup vous de personnes ont dit qu'ils étaient là, mais comme je vous ai dit, beaucoup de professionnels de santé s'étaient mobilisés volontairement pour venir aider les équipes. Ces mais professionnels... je ne peux pas identifier tout. D'accord. Ouais. Pour vous rappeler rapidement, pour aller à l'essentiel, aux questions, ces professionnels de santé, il y avait parmi eux professeur Biro, Dr Sekou Kondé, qui était directeur national des hôpitaux. Et il y avait aussi professeur Nabi Daouda. Alors, Madame la directrice, je voudrais savoir, en présence de ces grandes personnalités au sein du département de la santé, est-ce que colonel Diaby peut se permettre de porter des coups aux blessés à la présence de ces personnalités, y compris vous? Est-ce que c'est possible? Bon, je ne peux ni infirmer ni confirmer, mais ça ne s'est pas passé devant moi. Parfait. D'accord. Alors, vous dites toujours dans votre PV, lorsque l'huissier est allé vers vous, vous dites que vous avez enregistré 815 au moins et 833 au plus. Vous confirmez cela? Des blessés, des cas de blessés. Non, mais 815 qui ont été validés et signés. Bien. Voilà. Madame, ce que vous avez déclaré tout à l'heure, ça se confirme par votre déclaration devant l'huissier. Mais au-delà de ça, madame, est-ce que aviez-vous reçu un courrier de monsieur le procureur, ici présent, près de ce tribunal, vous demandant
la situation exacte ou les statistiques exactes des événements du 28 septembre. Vous vous rappelez de ce courrier? Non, moi je n'étais plus en fonction. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Le procès a commencé. Oui, oui, oui. J'ai eu l'information qu'il y a eu, je crois que vous appelez transport judiciaire, vers l'hôpital Donka pour vous avez raison, madame. visualiser les statistiques. Je suis d'accord, vous avez raison. Oui. Et puisque l'administration, c'est la continuité, voici, à la demande de monsieur le procureur de la République, de son courrier numéro 5 du 24 octobre 2022, relativement à votre demande de mise à disposition de la liste de toutes les personnes décédées et les dépôts de corps à l'hôpital national d'Onka pendant les événements du 28 septembre. J'ai l'honneur de vous transmettre la liste globale des victimes reçues à l'hôpital national d'Onka et la répartition des cas de blessés pour toutes fins utiles. Point. Madame, tout à l'heure, à la réponse de ce courrier, l'actuelle administration de Donka a renvoyé un rapport à monsieur le procureur. Et les statistiques que l'actuelle administration a présentées et ce que vous avez présenté ici, c'est exactement le même rapport, le même résultat. Vous avez dit au départ ici que la première journée du 28 septembre, que vous avez eu 4 cas de viol ou de violence sexuelle. Très bien. Est-ce que vous savez que dans ce rapport, pour cette journée, effectivement, il y a eu 4 cas de violence sexuelle, selon la réponse faite par la direction de Donka à la demande de monsieur le procureur. Ici, ça a été communiqué à toutes les parties par le soin du parquet même. Donc, ce que vous avez dit, c'est exact. Madame la directrice, alors, dans votre déposition tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu des victimes qui ont fait l'objet de répartition selon les cas. Oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des victimes où il y a eu des tableaux de répartition selon, par exemple, des structures d'accueil? Il y en a eu, non? Autrement dit, certains services de santé de la place ou des structures sanitaires qui viennent en appoint à l'hôpital national d'Onka ont fait aussi le même boulot que l'hôpital national d'Onka. Oui ou non? Oui. Madame, pour vous rappeler un tout petit peu, dans le rapport d'enquête nationale, à la page 18, votre service a envoyé les statistiques à ce comité, à cette équipe. Est-ce que l'hôpital national d'Onka, comme vous l'avez rappelé, avait présenté un effectif de 836 victimes? N'est-ce pas là la confirmation ou la conformité avec ce que vous avez dit, déclaré tout à l'heure ici? Oui ou non, madame? Oui. Parfait. Soit un taux de pourcentage de 56,48%. Ça veut dire que Donka a reçu plus des blessés qu'ailleurs. Oui. Très bien. En total, il y a 23 structures sanitaires qui ont été mises en contribution. Oui ou non? Vous vous rappelez? Oui. Bien. Madame, tous ces efforts, ce jour-là, si vous n'étiez pas pied d'œuvre, est-ce que ces statistiques pouvaient être obtenues aujourd'hui? Non. Bien. La Commission nationale d'enquête indépendante, est-ce que cette commission a obtenu ces statistiques par le fait d'un hasard? Est-ce que la commission n'est pas partie à la base pour obtenir ces résultats? Si, la commission a obtenu ces statistiques de la part, en provenance de nos structures. Un peu au micro avec la permission du président. Vous dites? Ces statistiques proviennent de nos structures. De vos structures? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que également ces victimes faisaient l'objet de répartition en fonction de l'âge. Vous vous rappelez?
Vous l'avez dit aussi. Enfin, je dis que l'âge est notifié. Bien. Sur la liste, mais nous n'avons pas classifié par catégorie. D'accord. Vos différents services ont travaillé dessus. Je renvoie des parties ici présentes à la page 20 de la commission d'enquête indépendante par rapport à l'âge. Madame, aussi par rapport à la profession, avez-vous eu les statistiques dessus de répartition? Non, je ne sais même pas si les professions étaient là. Oui, les professions sont sur les listes, mais comme je vous ai dit, nous n'avons pas fait la catégorisation. D'accord. Par sexe, par profession, lieu d'origine. Ces catégorisations n'ont pas été faites. Seulement, les catégorisations ont été faites en fonction des types de lésions. Bien. Alors, il est reproché à Colonel Diaby, pour vous rappeler ou pour vous informer, des faits de non-assistance à personne en danger et également des faits de coups et blessures volontaires. Je prends le dernier cas. En ce qui concerne les coups et blessures volontaires dont fait l'objet mon client. Et ça, ce n'est aucun endroit que dans le cas. Et vous, vous êtes directrice à l'époque de l'hôpital. Madame, oui, je vous suis. En votre qualité de témoin, vous êtes là, comme a dit le président, pour dire ce que vous avez vu, pour dire ce que vous avez entendu. Est-ce que par une personne interposée au sein de l'hôpital, est-ce que par un personnel de l'hôpital, vous avez entendu que colonel Abdoulaye Chérif Diaby a porté des coups sur des blessés qui ont été évacués à Donka? Par quelque moyen que ce soit. Oui ou non? Non, moi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, personnellement, comme il m'a trouvé dans la salle des urgences et il est reparti me laisser au même endroit, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Madame, vous n'avez pas vu, étant la première responsable de l'hôpital, qui est la première personne peut-être à avoir une information urgente, vous n'avez pas entendu, si vous n'avez pas vu. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. D'accord. Plusieurs Selon fois. des rumeurs. Bien. Plusieurs fois. Alors, madame, ce jour, quand monsieur le ministre de la Santé est arrivé, est-ce qu'il était habillé en tenue militaire? Ça, si vous avez de bonnes souvenances. Je ne me rappelle plus. Très bien. Monsieur le ministre était en basin ce jour. Alors, lorsque vous avez échangé, vous avez exprimé oui ou non les besoins de l'hôpital en urgence, oui ou non? C'était lui mon supérieur hiérarchique, notre tutelle. Donc, nous lui avons dit que nous sommes débordés et oui. que nous sollicitons encore plus de kits de produits pharmaceutiques. Bien. Alors, c'est sur ces lieux, il vous a laissé pour aller automatiquement au niveau de la pharmacie centrale. Oui. Mais est-ce que vous savez, avant qu'il n'ait avoir accès à cette pharmacie, il y a eu un préalable? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé quand il a quitté l'hôpital. Est-ce que vous savez que les clés de la pharmacie se trouvaient déjà loin de la pharmacie centrale? C'est ici que vous l'apprenez. Je n'avais pas cette Parfait. information. Est-ce que vous savez que c'est dans les mains de Dr Sékou Kondé que les clés ont été remises à l'effet que la pharmacie centrale soit ouverte pour que distribution des médicaments soit faite? Est-ce que vous le savez? Je n'avais pas d'informations sur ces détails. Bien. Moi, j'étais toute contente de recevoir le stock d'urgence en Bien. provenance de Bien. la PCG. Revenons-en au comité de crise. Madame, Oui. vous faisiez partie du comité de crise? Oui.
Quels sont les membres composants de ce comité, si vous vous rappelez? Bon, ça fait quand même quelques années, mais il y avait les responsables des 2 hôpitaux nationaux, donc à Yazine, quelques cadres du ministère de la Santé et les partenaires techniques du secteur de la santé. Bien. Qui présidait ce comité, madame? Le professeur Sidiki Diakité. Sidiki Diakité. Oui. Madame, est-ce que monsieur Abdoulaye Chérif faisait partie de ce comité? Bon, il n'assistait pas aux réunions. Donc, bien. Il n'était pas membre de ce comité. Mais le comité lui rendait compte. Naturellement, en sa qualité de ministre. Bien. Est-ce qu'un ministre de son rang à l'époque était obligé d'être membre de ce comité? D'autant plus, les membres de ce comité relèvent automatiquement de lui. Bon, il n'était pas obligé d'être membre, mais le comité lui rendait compte. Très bien. Alors, il y a eu une petite confusion qui a été sémée quelque part ici entre le comité de crise et la commission de restitution des corps. Il y a une différence, non? Ce ne sont pas les mêmes commissions. Parfait. La preuve, vous n'étiez pas membre de la commission de restitution des corps. Non. Alors, à ce titre, est-ce que les attributions qui sont reconnues à la commission de restitution des corps sont distinctes des attributions qui sont reconnues au comité de crise? Je ne connais pas les attributions de la commission de restitution des corps, parce que je n'étais pas membre de cette commission. Bien. Alors, pour être encore plus simple, ou pour encore ressortir la différence, le comité de crise a eu beaucoup plus de durée que la commission de restitution des corps, oui ou non? Bon, le comité national de crise sanitaire a finalement été formalisé et a continué le processus pendant tout le temps parce qu'il y a eu toujours des urgences. Finalement, les réunions ont même été délocalisées à l'OMS, à l'UNICEF pour faire face à toutes les crises. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'épidémie de la maladie à virus Ebola, c'est ce comité de crise qui a commencé la gestion de cette épidémie. Bien. Les partenaires techniques qui vous ont accompagné en votre qualité de membre du comité de crise, est-ce qu'il y avait entre autres l'ONG Terre des Hommes? Oui, Terre des Hommes, je ne les ai pas cités, heureusement vous rappelez. Et quel était le rôle? Ils étaient fortement de notre côté. Oui. Ils nous ont fortement accompagnés. Oui. Et à un moment donné, comme dans la prise en charge des blessés, la restauration a été prise en compte. Oui. Tout ce qui était lié à la restauration a été mis à la disposition de Terre des Hommes. Bien. Il y avait des vivres à l'hôpital donc, qui leur ont été remis et je crois que les services financiers du ministère de la Santé leur remettaient aussi ce qu'il faut pour l'achat des vivres complémentaires. Alors, dans votre déposition, madame, vous avez dit que lorsque vous avez eu tête à tête avec M. le ministre de la Santé, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, qui vous a laissé en place à Doka, et il est parti ailleurs. Il est sorti pour aller se rendre à son supérieur hiérarchique. Je veux savoir, entre la mise en place ou l'apport des partenaires techniques et financiers et la réaction du gouvernement, qu'est-ce qui précède l'autre? Ou qui précède l'autre? Non, je n'ai pas dit qu'il est allé rendre compte aux autorités. Je dis oui, c'est moi qui vous l'informe. L'hôpital national d'Onka, il est parti à la pharmacie centrale de Guinée pour débloquer les stocks de produits pharmaceutiques. Et c'est cette première activité qui nous a permis de continuer à fonctionner. Et immédiatement, on a suivi l'apport des partenaires du secteur de la santé. Bien. Également, puisque vous étiez la première responsable de ton cas, je ne cesserai de le répéter, est-ce que vous étiez informé de l'existence d'un contrat entre l'ONG Terre des Hommes et le département de la santé dans le cadre de la gestion de ces blessés? Oui, pour la prise en charge. La gestion de blessés, composante restauration. Bien. Ça, j'ai été informé. Vous avez dit ici que
tous les blessés qui sont restés au sein de l'hôpital national Donka ont été entièrement pris en charge. Je le confirme. Bien. Madame, est-ce que vous êtes censé connaître la personne qui refuse de venir à Donka, qui décide d'aller à une pharmacopée quelconque? Est-ce que vous êtes tenu obligé d'avoir la responsabilité de cette personne? Je ne suis pas obligé. Chaque malade a le libre choix Bien. de son lieu de traitement et de son médecin. Très bien. Alors, est-ce que depuis ce jour jusqu'à date, est-ce qu'il y a eu des patients qui ont déposé des plaintes contre votre direction ou contre vous, en votre personne même, directrice à l'époque, parce qu'elles n'ont pas été prises en charge de manière adéquate? Est-ce que vous avez une seule fois appris cela? Moi, je n'ai pas reçu de plainte par rapport à cela. Oui. Mais chaque fois qu'un malade avait un mal, parce que je voudrais vous dire que la prise en charge a été déclarée gratuite pour tous les soins dont ils avaient bénéficié, aux urgences, en ambulatoire, les interventions chirurgicales, radio, labo. Bon, vous savez, il y aura toujours des personnes qui veulent profiter, cela peut arriver, mais chaque fois qu'on était confronté à des situations comme ça, on trouvait rapidement la solution pour que ce malade bénéficie de sa prise en charge gratuite et de tous les produits pharmaceutiques dont il avait besoin. Les produits pharmaceutiques là peuvent être ceux disponibles dans les stocks à la pharmacie, et s'il n'y avait pas de disponibilité à la pharmacie, les ordonnances qui étaient établies, parce que vous savez, il y a les médicaments génériques, les médicaments qui se vendent dans les hôpitaux, et il y a aussi les médicaments de spécialité. Quand il s'est agi de ces médicaments de spécialité, à travers nos services financiers, ces médicaments aussi étaient achetés. Et on présentait les ordonnances au Comité national de crise sanitaire qui, pour le cas spécifique des victimes du 28 septembre 2009, débloquait les montants pour l'achat des produits pharmaceutiques de spécialité qui se trouvent dans les pharmacies privées, pour l'achat des implants chirurgicaux, puisque ça, ce n'est pas apporté dans notre pharmacie, mais aussi pour tout ce qui est film radio et réactif labo. Et même la literie avait été changée, en partie les draps, et toute la restauration a été prise en charge. Bien. Madame, les parties civiles ici, lors de leur passage ici respectif, nous ont présenté beaucoup de certificats médicaux. Passage respectif. Bien. Est-ce que vous connaissez Dr Kaba Ismaël Adonka? Oui, il était un chirurgien thoracique. Très bien. C'est un chirurgien. Oui. Bien. Est-ce que vous avez connaissance de Dr Rafiou Diallo? Oui, c'est le chef de service de la chirurgie maxillofaciale. Bien, madame. Alors, madame, je vais demander la permission de monsieur le président. Je vais m'approcher de madame de lui présenter 2 certificats médicaux pour poser une question. Faites-les venir, donnez à l'agent, il va envoyer. D'accord. Merci bien. 1. 2. Madame, regardez très bien les 2 certificats où j'ai coché avec le bic. Je crois que c'est à votre main droite. En tout cas, il y a des traces de bic. Vous voyez? Oui, oui. Bien. Un peu en haut. Est-ce qu'il y a la présence de l'entête de l'hôpital Donka là-bas? Ici? Non, ici c'est Ignace Dine. Là où j'ai coché. Oui, oui, ici c'est Ignace Dine. Bien. Regardez un peu plus. Lorsqu'on dit, n'est-ce pas, certificat numéro tant, 006, un peu devant, c'est écrit 2020. Vous avez vu? C'est mentionné 2020. Oui? Ah, oh, ici c'est mai 20. 20, c'est ça? 20, oui. Bien. Allez un peu plus en bas.
la dernière date, est-ce que ce n'est pas 2010 qui est écrit? 8 janvier 2010, oui. Bien. Regardez la date d'accès à l'hôpital d'Onka. Est-ce que c'est écrit le 28 septembre? Ça, c'est pour donc. Non, toujours avec le document où j'ai mis des tirets. Mais moi, je ne peux pas beaucoup me prononcer. Ça, c'est Ignace Din. Oui, je sais de quoi je parle, madame. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Oui, Je veux relever quelque chose avec la permission du président. Répondez simplement à mes questions. d'accord. Est-ce que en bas, c'est la date de 2010 qui est inscrite? Oui, le 8 janvier 2010. À l'entête, c'est 2020, c'est ça? Non, ici, c'est 20. C'est Oui. la personne même qui devait rajouter peut-être 10 ou 0,9. Au milieu, c'est le 28 septembre, c'est ça? Oui. 2009. Madame, regardez ça très bien. Est-ce que c'est un document normal, selon votre observation, par rapport à l'autre? Bon, ici, par exemple, je peux dire que c'est 16 octobre 2009, puisque je vous ai dit, les malades ont été pris en charge dans Bien. le premier trimestre de 2010. Oui. Bon, ici, selon ma compréhension, Oui. Le document qu'a signé Dr Kaba. Professeur Nabi Daouda, c'est 2000, mais ils n'ont pas continué. Ils devaient rajouter 2010. C'est-à-dire, ils devaient rajouter 10. Il a dit que le malade a été reçu le 28 septembre Janvier. 2009. Pour ça, le Parce janvier que là. eux-mêmes, Laissez-la finir. Voilà. Voilà. Il a dit que le malade a été reçu parce qu'ils n'ont pas reçu autant de cas que Donka. Mais je sais qu'ils ont reçu aussi des cas. Mais tous les certificats médicaux n'ont pas été établis le jour de leur réception. Il y a des certificats médicaux qui ont été établis bien après, puisqu'on avait mis en place une équipe pour libérer normalement à la sortie du malade le certificat médical. Et les ambulatoires aussi ont été informés que chacun d'eux devait bénéficier d'un certificat médical. Donc moi, à ma connaissance, je trouve normal que le malade ait été reçu le 28 septembre 2009 et qu'il ait bénéficié du certificat médical le 8 janvier 2010. Oui. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Merci. Je poursuis les questions. Si je n'ai pas bien compris. Allez-y, prends ça pour moi. C'est bon. Est-ce que... Bon, Je peut-être- C'est continue. bon, hein, c'est bon. C'est bon. Alors, par rapport à ces certificats médicaux, madame, est-ce que toutes les structures sanitaires vous envoyaient des rapports en ce qui concerne les accès obtenus par des blessés dans les structures sanitaires de la place à l'intérieur, telles que Ratoma, etc., etc. Non, chaque structure sanitaire était habilitée à établir le certificat médical de la victime qu'il avait pris en charge. Oui. Elle avait pris en charge. Donc, ceux de Donka avaient leurs certificats médicaux, Ignace Din, les CMC et même les centres de santé qui avaient reçu les victimes. Sauf que, madame, peut-être que vous n'avez pas beaucoup plus observé, mais ça, ce n'est pas une question, c'est que simplement, là où j'ai tracé avec des bics, il a été mentionné manuscrit le 8 janvier 2010, alors que l'entête en haut, l'intéressé, met 006, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 2020. Il n'a pas mis C'est 2020. bon, ce n'est C'est pas bon, une c'est bon, question. c'est Vous bon, avez d'accord. déjà fait vos Merci, observations merci, dessus. merci, madame. Alors, pour être bref, madame, Oui. le comité de crise, vous étiez membre. Mais est-ce que dans la commission d'enquête nationale indépendante, est-ce que vous avez été associé? Non, nous avons été conviés à répondre à certaines questions et donner des explications sur les victimes que nous avions reçues le 28 septembre 2009. Nous étions en face comme nous sommes en face de Monsieur le Président du D'accord. tribunal national. Si je Et comprends nous bien, avons répondu à toutes les questions. Ce jour, je me rappelle, nous étions avec le professeur Namouri, le docteur Soiré à l'époque, il est devenu professeur agrégé, professeur Soiré. Donc, pour
Maître Salif Biavogui, il s'agissait de professeur Soirée. Voilà. Professeur Hassan, nous étions tous ensemble. Bien. À la commission. Alors, c'est suite à cette invitation faite par la commission d'enquête nationale indépendante que vous avez fourni les renseignements en ce qui concerne les différents tableaux de répartition des victimes. Non, depuis le début, comme je vous ai dit, Oui. nous avions commencé l'enregistrement le 28 septembre 2009 et les données ont été actualisées au fur et à mesure. Parce que vous savez, dans les services, il y a la variation des malades hospitalisés qui sortent, qui rentrent. Il y a ce mouvement des hospitalisés et les victimes qui avaient reçu l'information qu'ils pouvaient venir à Donka, puisque comme ils disent, les premiers jours, certains n'avaient pas osé venir dans nos structures, qui ont continué à venir. Donc cette liste a été mise à jour jusqu'à pratiquement le premier trimestre 2010. Bon, peut-être à un moment donné, on a dit bon, que tous ceux qui doivent venir peuvent se faire enregistrer et bénéficier de certificats médicaux. C'est pour ça que vous verrez, le 28 septembre, on ne pouvait délivrer de certificat médical à personne vu l'affluence des malades qu'il y avait aux urgences. Bien. Hier, professeur Hassan était ici à la barre, en qualité de témoin comme vous aussi. Tout ce qui était lié à la question de la gestion des corps, en sa qualité de premier responsable de ces deux morgues, ça a été réglé. Donc, est-ce que, madame, les questions liées à la gestion de ces corps ne sont pas du tout normalement attribuables à vous? Oui ou non? Bon, la gestion des corps, je ne me suis pas impliqué directement. Très bien. Ça, c'était sous l'autorité du médecin légiste. Merci. Mais alors, nous avons collaboré étroitement ensemble. Merci. Bien. Madame, le second volet des faits qui sont reprochés à mon client, c'est la non-assistance à personne en danger. Il est reproché à colonel Diaby qu'il n'a pas assisté, qu'il s'est abstenu et de manière volontaire, selon vous, lors de la gestion de cette crise. Vous avez dit à cette barre que vous lui rendez compte régulièrement. Le comité national de crise lui rendait compte régulièrement. Je veux savoir, est-ce que les moyens qui étaient à la disposition du département de la santé vous ont été mis à votre disposition? Les moyens matériels, financiers qui venaient en concours pour la satisfaction des blessés, des victimes, est-ce que ces moyens étaient à votre disposition, dont la source, c'était le département de la santé? Oui, chaque fois qu'à travers le comité national de crise, on sollicitait des besoins pour la prise en charge des victimes, ces moyens étaient mis à notre disposition. Donc, à chaque fois que le besoin se faisait sentir, vous remontez l'information au ministre? Au comité national de crise sanitaire. Alors, tout de suite, le comité réagit et le département aussi répond. Oui, bien. Le fait de faire cela, le premier responsable du département, est-ce qu'on peut le poursuivre? Est-ce qu'on peut le reconnaître comme étant un négligent? Est-ce qu'il a négligé? Bon, par rapport à la prise en charge qui a été organisée, oui, en tout cas à l'hôpital national, donc, je n'ai pas vu cette négligence. Très bien. Je ne connais pas pour les autres structures. Très bien, madame. Madame, je termine par vous remercier. En toute sincérité, vous avez véritablement abattu un travail colossal parce que le parquet était satisfait du rapport qui a été fait par le département de Ignastine, de Donka. Monsieur le Président, je vous remercie. Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Madame la directrice générale, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. J'interviens, comme vous l'avez introduit, selon votre plan évoqué tout à l'heure. Vous avez fait état de 3 parties. Oui. 1, la réception des corps. 2, l'identification des corps. Et 3, la restitution, si mémoire est exacte. Non, 3, c'est la cause et les circonstances de décès. Très bien. Alors, professeur, et
le fait d'avoir prêté serment devant les cours et tribunaux de la République vous confère la qualité d'expert en médecine légale. Absolument. À ce titre, vous êtes sous l'autorité directe de monsieur le procureur. Tout à fait. Bien. En ce qui concerne la réception des corps pour aller droit au but, est-ce que le ministre de la Santé à l'époque a qualité de vous déposer des corps? Bon, écoutez, déposer les corps, moi je pense que les corps ont été ramassés au stade du 28 septembre, et mis dans des camions et déposés à la morgue. Très bien. Et qui dépose? Est-ce qu'il a la qualité? Moi, j'ai reçu les corps. Parfait. Voilà. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous avez reçu les corps, vous n'avez pas cherché à savoir qui les a envoyés. Non, bon, ce qui m'intéresse, c'est les corps. Parfait. Bien. Alors, lorsque je m'intéresse au point 2 de votre déposition, en ce qui concerne l'identification des corps, vous avez fait état de 3 camions qui ont acheminé les corps auprès de l'hôpital Ignace Tine, n'est-ce pas? Oui. Le premier camion contenait l'effectif de 21 corps. Oui. Le deuxième, l'effectif de 7 corps. 7 corps. Et le troisième, 15 corps. Oui. Bien. Professeur, ces corps respectifs au nombre de 43 Oui. ont connu une série, c'est-à-dire une partie est restée à Ignace Tine, faute de capacité d'accueil. C'est ça? Oui. Bien. Et l'autre est allé à l'hôpital d'Anka. Bien. Alors, je voudrais savoir, les 31 corps qui ont pu être identifiés ont été directement restitués aux parents. Oui ou non? Oui. Bien. Les autres 27 corps, si ces 27 corps avaient été effectivement identifiés comme les précédents, les 31, est-ce que l'exposition allait avoir lieu à la mosquée Faisal? Bon, je ne sais pas pourquoi on va exposer quelque chose qui n'existe pas. Bien. On expose s'il y a un corps. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y a une confusion qui a été sémée par le parquet quant au nombre qui ont été exposés à la grande mosquée Faisal de Conakry. Puisqu'ils ont écouté les uns des autres ici, que c'est un chiffre de 57 corps. Et vous, en tant qu'expert en la matière, étant membre de la commission, vous avez effectivement restitué 27 corps en présence de la commission de restitution de corps, présidée par le ministre Koutoubou. Oui ou non? Affirmatif. Parfait. Alors, lorsqu'on s'intéresse au calcul, en premier état, les 31 corps qui ont été restitués directement aux parents parce que ces corps ont été identifiés, bel et bien, et les 27 corps qui ont été exposés, fait l'objet d'exposition, le chiffre toujours revient à 58. Oui. N'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Alors, heureusement que vous étiez présent ce jour-là. Oui ou non? À la mosquée Faisal, professeur. Oui, j'y étais. Bien. Très bien. Alors, est-ce que, monsieur le ministre de la Santé à l'époque, vous avez travaillé pendant cette crise ensemble? Si on a travaillé ensemble? Par rapport à la gestion de cette crise-là, est-ce qu'il faisait partie? Sur le plan administratif, entre le ministre de la Santé et moi, il y a le directeur de l'hôpital. Oui. Ça, il faut le savoir. J'y arrive. Allez-y. Oui, il y a le directeur de l'hôpital. Voilà. Alors, le ministre de la Santé, il arrivait qu'il me demande des informations, soit au téléphone, ou bien qu'il demande à travers le directeur de l'hôpital de lui envoyer un rapport. Ce que je faisais de façon régulière pour lui dire, oui, monsieur le ministre, à ce jour, on a tel nombre de corps et les corps sont dans tel état. Je lui donnais ces informations, mais pas plus. Pas plus. Bien. Et si j'ai besoin, par exemple, du formol, j'exprimais le besoin, je remettais à la directrice de l'hôpital Ignace à l'époque et qui transmettait ça au ministre de la Santé. Bien. Alors, est-ce qu'il vous a demandé un rapport circonstancié par rapport à cette gestion, ne serait-ce que peut-être verbal, le ministre de la Santé à l'époque? Je pense que je lui rendais régulièrement compte. Chaque fois qu'il me posait des questions par rapport à la gestion des corps, où nous en sommes, quel est le problème. Oui.
je pense que je le rendrai compte et puis je le ferai des petits rapports. Bien. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, lorsque Monsieur le ministre Abla Chérif Diaby avait été entendu par le pôle des juges, à la question suivante, il a répondu ainsi. On lui a posé la question de savoir, il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morgues, des hôpitaux pour être transportés ailleurs. Qu'en dites-vous? Il a répondu. Je ne peux rien dire parce que moi je ne connais pas. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'a pas fini encore. Et il a répondu ceci. C'est faux. C'est le professeur Hassan, médecin légiste, qui gérait des corps dont aucun n'a été subtilisé. Professeur, oui. Le chiffre que vous avez déclaré, le chiffre qui a été déclaré effectivement lors de l'audition de colonel Diaby ici, est le même. Est-ce qu'on peut dire par là que les 58 corps qui ont été annoncés de manière officielle, est-ce que ces corps ont été subtilisés? Bon, maître, écoutez, moi ce que je peux vous dire, Oui. j'ai reçu 58 corps. Oui. Je vous ai décliné la chronologie de réception de ces corps. Et ce sont ces corps que j'ai gérés et j'ai restitué 31 corps. Il est resté les 27 qui ont été exposés et après enterrés au cimetière de Cameroun. Moi, le reste, je ne connais pas. Bien. Au sein de l'hôpital d'Onka, tout à l'heure, je vous ai écouté avec intérêt, vous avez dit que vous étiez obligé de procéder à la libération d'espace. Absolument. Est-ce que cette décision émane directement de vos compétences? Est-ce que vous avez à attendre l'instruction d'un ministre quelconque pour ce faire? Non. Lorsqu'on vous confie quelque chose à gérer, même si c'est dans votre maison, c'est vous qui aménagez pour savoir comment vous allez les gérer. Moi, on m'a remis des corps. Vous avez la mission de garder ces corps et de les conserver, de les restituer en bon état. Qu'est-ce que je dois faire? Avec le peu d'espace que j'ai, il fallait que je trouve les moyens de les gérer. C'est pour cette raison que j'étais obligé de mettre les corps 2 à 2 et quelquefois 3 dans une chambre en fonction de la taille des personnes décédées. Donc j'ai fait la même chose à Yasline, j'ai fait la même chose à Donka pour pouvoir les gérer. Et les corps qui étaient dans un état plus ou moins, je vous ai dit au début j'avais 11 corps qui étaient en début de putréfaction. Naturellement, dans la batterie des priorités, ces corps qui en état de putréfaction sont prioritaires pour les mettre en chambre froide. Donc les corps qui étaient plus ou moins intacts étaient embaumés et puis on les laissait sur la paillasse. Donc ça c'est une gestion interne, je n'ai pas besoin d'une autorisation par rapport à ça. Ma responsabilité est engagée si toutefois les corps sont dans un mauvais état. Très bien. Mais on m'a dit de confier et de gérer. Très bien. Bien. Alors, la Croix-Rouge, vous avez dit tout à l'heure que la Croix-Rouge a inhumé les corps. Ben oui. Cette décision également, de cette inhumation, venait de vos compétences. Oui ou non? C'est la Croix-Rouge qui a la qualification d'enterrer les corps. Ce n'est pas la médecine légale. Bien. Alors, professeur, puisque vous n'avez pas reçu une réquisition quelconque du parquet près du tribunal de première instance de Dixine, en ce qui concerne éventuellement de l'autopsie, de pratiquer l'autopsie sur les corps, est-ce que votre responsabilité à ce niveau-là peut être engagée? Non? Non? Pourquoi? Mais je n'ai pas compris la question. Est-ce que votre responsabilité est peut-être engagée parce que vous n'avez pas reçu une réquisition du parquet près du tribunal de Dixine pour l'autopsie, par exemple? Je ne vois pas en quoi ma responsabilité pourrait être engagée. Parfait. C'est peut-être, comme je vous ai dit, si je m'étais hasardé à faire l'autopsie, à ouvrir les corps et tout ça, je pense que les victimes peut-être auraient pu porter plainte contre moi pour profanation. Donc c'est pour cette raison, tout ce que j'ai fait, ça rentre dans le cadre de l'exercice de la médecine légale. Que ce soit l'identification, c'était de fait. Hein? Bien. Tu as tout, voilà, allez-y. Bien. Alors, puisque votre responsabilité ne peut pas être engagée à ce niveau parce que le parquet de Dixie n'a pas fait son travail, par ricochet, est-ce que le ministre de la Santé peut être intéressé de cet état de fait? Moi, je ne réponds pas à ça. Je pense que ça, c'est... Bon, je ne discute pas les problèmes de responsabilité. Posez-moi des questions en relation avec ce que je fais. Je viens également, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Alors,
En ce qui concerne du comité de gestion au niveau de l'esplanade de la grande mosquée Faïssa de Conakry, vous dites que ce comité était présidé par le ministre Koutoubou. Affirmatif. Vous dites, vous ne faisiez pas partie de ce comité, mais vous étiez présent. Vous étiez membre de ce comité quand même. Oui. Bien. Parce que je suis le gardien des corps. Très bien. Alors, au niveau de l'administration des morgues, professeur, Oui. est-ce qu'il existe une série d'administrations en ce qui concerne l'entrée et la sortie des corps au sein de la morgue? Bien, écoutez, au niveau des morgues, il y a des gestions, il y a des livres de gestion des corps. Très bien. Il y a un livre d'entrée des corps. Les corps sont identifiés, ils sont enregistrés. Celui qui a déposé le corps est enregistré. Et puis on affecte le corps dans une chambre froide, il est numéroté. Donc ça, c'est une gestion des corps. C'est pour éviter tout ce que vous savez. Hein. Bon, l'échange des corps, ça on a déjà vu dans plusieurs circonstances. Et donc c'est pour assurer. Actuellement, depuis un certain temps, on a tout digitalisé, donc tout est informatisé. Alors, ce qui veut dire que les corps qui sont venus par votre décision au niveau de Donka, ces corps, le jour de l'exposition, ça veut dire que leur sortie de la morgue, effectivement, il y a effectivement des traces qui étaient là. Les traces de sortie de la morgue, à travers une équipe qui était mise en place ici. Écoutez, il faut toujours vous mettre dans les... C'est-à-dire que l'esprit, là, dans quel esprit on était au moment des faits. Oui. Parce que c'est possible, c'est bien facile a posteriori de voir tous ces détails-là, mais attention, on était dans une période où, d'abord on était honnêtement pressé de restituer les corps. Parce que leur gestion était déjà très difficile. Difficile parce qu'on n'avait pas assez de place, difficile parce que les corps commençaient à se décomposer. Et dès qu'on a eu l'autorisation de restituer les corps, bon, pour nous, c'était du pain béni. Et tout ce qu'on a pu faire, c'est de dire, bon, recensez-moi les corps qui sont à la morgue de Donka. Ils ont une fiche parce que les corps n'ont pas été identifiés, donc on ne peut pas dire ça c'est Ba, ça c'est Diallo, ça on ne peut rien dire. C'est le corps de telle chambre, on les a mis, on les a préparés, on les a mis dans des linceuls et puis on les a amenés directement à l'esplanade du palais. Donc cette procédure d'enregistrement et tout ça n'était vraiment pas... Bon, même si c'est normal que tout soit enregistré, elle n'a pas été faite. Mais on a essayé seulement de libérer les chambres et puis d'amener les corps dans l'esplanade de la grande mosquée. Bien. Professeur, vous avez dit ici que les morgues n'ont jamais été fermées. Vous confirmez? Oui. On ne peut pas fermer une morgue. Très bien. Jamais. Alors, à la question du parquet ici, de savoir est-ce que les deux hôpitaux ont été militarisés, vous avez répondu qu'effectivement qu'il fallait qu'une équipe militaire soit en place pour sécuriser les lieux. Vous confirmez cela aussi? Oui, je confirme. Cela constitue également la possibilité pour les parents ou en tout, les victimes qui sont ici présentes ou bien des blessés, des morts, que ces lieux soient sécurisés pour la bonne gestion de la crise. Bien. Professeur, avant ces événements douloureux, est-ce que vous avez eu à collaborer avec Colonel Diaby en tant que ministre de la Santé? Oui, bon, je connais le colonel Diaby, je l'ai connu, je crois, d'abord en tant que, si je me trompe, étudiant. Je l'ai enseigné, ensuite je l'ai connu en tant que médecin, et puis ministre. Ça, vous savez, le monde médical est trop petit, on se connaît tous, je le connais. Je le connais. Bien. Et pourquoi j'ai posé cette question, je voudrais simplement savoir, est-ce que, pour un seul instant, vous avez pu peut-être reprocher à Colonel Diaby dans son métier de médecin ou alors dans votre rapport professionnel? Ça a été une seule fois? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'une seule fois, vous avez pu reprocher pour un fait quelconque au ministre Diaby à l'époque pour n'avoir pas fait ceci, pour n'avoir pas fait cela? Ah, bon, vous savez, les relations entre moi, le ministre, c'est le ministre, hein? Oui. Voilà, s'il me pose des questions, je réponds. S'il me donne des instructions, j'exécute. C'est tout. Donc,
d'un point de vue hiérarchique, vous ne relevez pas directement du ministre de la Santé, plutôt du directeur national de Donka, de l'hôpital. Oui, s'il faut respecter la hiérarchie, il y a la direction de l'hôpital et ensuite il y a le ministre de la Santé. Ça veut dire que lorsqu'une décision est prise par le département de la Santé, ce n'est pas directement concerné à vous, mais plutôt à votre hiérarchie directe. Oui, à mon hiérarchie, à ma hiérarchie, et puis bon, peut-être, il arrive des fois, si c'est urgent, qu'il m'appelle directement. Et puis, il n'y a pas de... Bon, il y a une bonne relation avec ma hiérarchie, donc elle m'informait également. Je pense que tout ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Au point de vue, dans le cadre de la collaboration entre moi et la hiérarchie, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Le ministre Diaby a déclaré ici, lors de son audition, que lorsque la crise était ici, il a sollicité auprès de la présidence, à l'époque, capitaine Dadis était aux affaires, pour des moyens qui soient mis à leur disposition pour la bonne gestion de la crise. Est-ce que ces moyens, parmi ceux-ci, vous pouvez citer l'envoi des éléments nécessaires pour la gestion des différentes victimes? Moi, je ne sais rien, honnêtement. Tout ce que je vous ai dit là, oui. C'est-à-dire que si j'ai besoin du formol, oui. J'ai besoin d'alcool, j'ai besoin du coton, j'exprime le besoin, c'est acheter et un peu on m'envoie. On ne me donne pas l'argent pour gérer, on ne me donne rien. On me dit, voilà, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de 50 litres de formol, j'ai besoin de 20 litres d'alcool, j'ai besoin de 30 litres kilos de choses, j'ai besoin d'azote. C'est ce qu'on m'envoie. C'est eux qui achètent et qui me donnent et qui mettent les produits à ma disposition. L'hôpital Kamsar avait été mis en contribution pour l'envoi des formules ici, pour pouvoir compléter, n'est-ce pas, le manque. Vous avez été mis au courant? Non, il faut demander au ministre. Moi, ce n'est pas celui qui sait où il prenait le formol. Je sais qu'à un moment donné, on était en manque de formol. Et donc, je ne sais pas, ils ont envoyé peut-être de Kamsar, ensuite de la Sierra Leone, et même quelquefois d'Abidjan, je ne sais pas. Mais chaque fois que j'ai demandé, ils m'ont emmené, même si la quantité quelquefois n'était pas suffisante, on m'a toujours donné quelque chose. Alors, lorsque vous avez sollicité auprès, n'est-ce pas, de laboratoires français, n'est-ce pas, oui, pour pouvoir identifier l'ADN des uns et des autres, alors, ces efforts que vous avez fournis, c'était pour pouvoir identifier encore plus davantage des corps qui étaient déjà non identifiés sous cela, pour permettre aux parents d'accéder à leur corps. Affirmatif, c'était pour ça. Bien. Vous avez dit malheureusement, il n'y avait aucun résultat. Oui, on n'a pas retrouvé, oui, tout à fait. On avait des résultats, mais il n'y avait aucun qui correspondait avec une personne disparue dont le parent a été prélevé. Entre la demande faite par vous auprès du laboratoire français et l'arrivée, n'est-ce pas, de ces éléments, il s'est écoulé combien de temps, professeur? À peu près, je crois, il faut compter maximum 2 mois. Pardon? 2 mois. 2 mois. 2 mois. En tant qu'expert, est-ce que durant 2 mois, un corps qui est déjà enterré, est-ce que ça peut perdre les recherches, les enquêtes en cours d'autopsie ou bien la recherche de l'ADN? Oui, tout à fait. Même 50 ans, 100 ans après, on peut rechercher l'ADN. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus l'ADN mitochondrial, la lignée maternelle, qu'on pourrait mettre en évidence. Ça, c'est pas lié au délai de décès, au délai post-mortem. D'accord. Alors, une autre question, mais qui relève directement de le premier plan, la réception des corps. Le premier camion, le deuxième et le troisième, respectivement, sont venus aux environs de quelle heure? Après 20 heures. La après prière, 20 heures. À l'époque, c'était 19h30 comme ça. C'est après 20 heures. Après 20 heures. Très bien. Alors, au niveau de... Donc, vous avez vu à travailler avec la directrice Fatou Sike? Oui. Relativement à quoi ça concerne? Bon, écoutez, elle est la directrice de l'hôpital, donc on a coordonné les activités ensemble avec son équipe.
Chaque fois qu'il y avait, je vous ai donné ici la liste des personnes décédées dans les services techniques à Donka, en neurochirurgie, aux urgences chirurgicales, en chirurgie viscérale. Donc, on collaborait ensemble. Chaque fois qu'il y avait un décès, j'étais informé. Je collaborais à travers elle avec tous les médecins spécialistes dans ces différents services. Et je saisissais les dossiers médicaux, je me renseignais très bien de quoi il s'agissait, quelles étaient les lésions initiales, qu'est-ce qui a été fait, etc. Donc, en fait, on a géré ensemble. Bien. Professeur, il est reproché à Colonel Diaby des faits de non-assistance à personne en danger, selon l'ordonnance de renvoi. Je voudrais savoir, à travers ces deux comités, le premier comité de crise et le second, c'est le comité chargé de la gestion des corps. Dans l'un des deux cas, aucun de ces comités, le ministre de la Santé à l'époque ne faisait partie comme membre. Quelle est votre appréciation par rapport à cet état de fait? Moi, je ne réponds pas à cette question. Ce n'est pas mon domaine, ça. D'accord. D'accord. Alors, lorsque vous avez commis une équipe technique au sein de Donka, et vous étiez à Niazdine, vous faisiez la navette entre les deux? Oui. Pour le contrôle? Oui. Est-ce que durant votre passage, par exemple, à Donka, vous avez pu ou bien vous avez été victime de quoi que ce soit par des militaires, par exemple, qui sécurisaient le coin? Oui, ben, écoutez, encore une fois, quand je viens à Donka ou à Ignastine, je suis en blouse, je rentre sans aucune difficulté. Mais si je ne suis pas en blouse, j'étais arrêté par les militaires, ce qui est normal. Tout à fait. On me demande qui vous êtes, pourquoi vous venez, etc. Ça, c'est habituel. Partout, on trouve les hommes en tenue. Donc, c'est pour cette raison, chaque fois que je venais à Donka, je prenais soin de porter ma blouse. Bien, professeur. À une des questions du parquet, on vous a demandé, mais le cas des viols, etc., est-ce que vous avez pu établir un certificat médico-légal? Et vous avez répondu non. Est-ce que vous avez la possibilité de s'autosaisir? Écoutez, si je suis consulté, je peux très bien accepter de consulter et de délivrer le certificat médico-légal. Mais il appartient au juge de l'accepter ou pas, parce qu'il n'est pas tenu. Ce n'est pas lui qui m'a désigné. Mais c'est une preuve quand même que j'ai examinée et j'ai constaté des lésions. Parce que le problème avec les violences sexuelles, c'est qu'il faut le faire vite. Parce que sinon, il y a beaucoup d'éléments, de preuves qui vont disparaître. Donc moi, je n'ai pas eu l'occasion de les voir immédiatement après, mais je suis certain que beaucoup de centres médicaux, comme vous l'avez cité, la clinique, ensuite ceux qui sont à Bambeto, il y a un centre médical à Bambeto qui les a reçus aussi, et puis le service de gynéco du professeur Namouri. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est d'abord des médecins donc, qui sont capables d'examiner une femme victime de violences sexuelles, de dire s'il y a des lésions ou pas. La différence avec la médecine légale, c'est que nous, on va établir la durée d'incapacité totale de travail. Mais les premières lésions, qu'on appelle lésions initiales, sont examinées par tout médecin, surtout gynéco. Donc, ils peuvent le faire. Et puis, bon, dans le cadre de la commission d'enquête, moi, je m'en suis tenu à ça, aux examens, à la consultation des différents dossiers médicaux et puis à la description des lésions qui ont été faites dans ces rapports. Professeur, est-ce que le fait que vos actes sont authentiques, vous, parce que vous avez prêté devant les cours et tribunaux Absolument. le serment, et un médecin qui est au centre de santé mère et enfant, qui établissait un certificat médical, les deux, c'est le vôtre qui vaut, jusqu'à inscription en faux, oui ou non? Ah, ça, c'est le juge qui peut le dire. C'est le juge, c'est pas moi. Nous avons été inondés par des certificats médicaux ici, au point certains même font l'objet de doutes. Est-ce qu'un certificat médical de ce genre, établi par un centre de santé de Ratoma, et en face de votre certificat médical, devant le juge, est-ce que, selon votre expérience, quel est le certificat qui peut valoir force de loi? Tous les deux certificats. Et Il faut savoir une chose. Oui. Dans notre code de déontologie médicale, tout médecin
a l'obligation de délivrer un document pour son malade dans son intérêt, dans l'intérêt du malade. Un médecin qui est consulté pour délivrer un certificat médical des lésions que lui-même il a constatées, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Mais comme je vous ai dit, le juge, il est souverain. Il va dire que oui, je prends acte de ce certificat, mais je peux demander une contre-expertise. Le juge va dire oui, le médecin aussi, il sait. La délivrance d'un faux certificat est punie non seulement par le code pénal, mais par le code de déontologie médicale. Donc, il ne va pas le faire pour moi. Donc, s'il délivre un certificat, c'est en connaissance de cause, en sachant également qu'il a les qualifications requises pour le faire. Un gynécologue peut raisonnablement examiner une fille ou une femme victime de violences sexuelles, faire une description des lésions et puis signer pour faire valoir voilà, pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Peut-être ça sera mon avant-dernière question, professeur. Alors, par rapport à ce que vous venez de détailler, selon vous, quel est l'objet essentiel, le but essentiel de la médecine légale? La médecine légale, vous me posez maintenant la meilleure des questions. C'est le médecin des juges et le juge des médecins. D'accord. Ça, c'est la définition la plus simple et le but de la médecine légale. Médecin des juges parce que c'est l'interlocuteur privilégié des magistrats pour toutes les questions médicales. Si vous avez des questions ici, quelle que soit la question, que ce soit génétique, que ce soit cause et blessure, que ce soit violence sexuelle, vous demandez au médecin légiste. Parce que c'est votre médecin. Il est le juge des médecins pour toutes les affaires de responsabilité médicale. Donc, c'est vraiment voilà, donc un partenaire privilégié des magistrats pour toutes les questions médicales. Même si quelquefois, il est devant les magistrats, il est stressé. Professeur. Oui. Je voudrais savoir, allez-y, en ce qui concerne l'ensemble des activités menées par vous avec votre équipe, étant un travail technique, est-ce que, à l'instar de vous, membres de ce comité technique, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui véritablement n'avaient pas la qualité, mais qui faisaient partie de ce comité? Non. Écoutez, moi j'ai travaillé avec une équipe de médecins. Vous savez, en médecine, il y a des étudiants qui sont en formation, il y a des médecins qui sont en formation et qui ont appris dans le tas, qui ont le savoir-faire, mais peut-être qu'ils n'ont pas le diplôme. Donc c'est pour cette raison, comme j'ai dit au début, j'ai mis en place le 2S pour former, pour qu'ils aient une formation qualifiante, donc avec un diplôme. Maintenant, si j'ai des médecins, je vous dis, Gabriel qui a fait plus de 20 ans avec moi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il y en a beaucoup d'autres comme lui qui ont de l'expérience. Donc, ils savent faire tout ce que je peux faire. Donc, ils sont avec moi. Et puis, les médecins même. Les médecins qui ont une formation, parce que la médecine légale fait partie de la formation générale de tous les médecins. Donc, ils ont une connaissance générale sur la médecine légale. Donc, on peut s'appuyer sur eux pour mener nos activités. Donc, je pense que, encore une fois, c'est une équipe qui travaille. Ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe. Bien. Puisque le parquet ne vous a pas réquisitionné pour établir de quoi que ce soit, est-ce que le procureur pouvait s'attendre à un rapport de vous? Bon, encore une fois, le procureur, c'est lui qui sait. S'il me demande aujourd'hui de lui envoyer un rapport de ce que j'ai fait, mais à volonté, je vais le faire. Il me demande de faire tout ce que je viens de dire là, il me demande un rapport, je vais lui envoyer le rapport. Maintenant, comme je vous ai dit, ce rapport a des insuffisances, a des limites, pas des insuffisances, des limites. Les limites, c'est l'autopsie qui n'a pas été faite. Donc, on a l'examen extérieur. Et au besoin, si demain, on me demande par exemple, on a besoin de faire une reconstitution au stade du 28 septembre, mais volontiers, je vais me prêter à la reconstitution. Cette reconstitution va nous permettre, à travers les lésions qui ont été observées chez les victimes, de déterminer la trajectoire du projectile, ça c'est extrêmement important, et probablement la position du tireur. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les résultats de l'examen extérieur sur les orifices d'entrée et les orifices de sortie. On peut faire la reconstitution.
Donc si le procureur, comme il me l'a demandé, je vais déposer un rapport. Donc, à date, jusque-là, il n'y a pas un rapport balistique, par exemple, versé au dossier de la procédure. Bon, c'est maintenant que le procureur m'a demandé. Il me demande, je vais le faire. D'accord. Pour terminer, professeur, quelle est votre appréciation sur la personne de colonel Diaby? Je ne pourrais pas répondre. Merci, professeur. Monsieur le Président, beaucoup. merci.